Écoutez, tout le monde peut comprendre, hein, même sans avoir un diplôme d'économie, que mettre une même monnaie pour deux pays qui fonctionnent de façon totalement différente au niveau de la langue, au niveau du droit, au niveau de l'économie, au niveau même du comportement des gens, en général, c'est déjà compliqué. Rien qu'avec deux pays. Nous, on arrive et on dit, OK, là, à partir de demain, même monnaie pour tout le monde. Et puis pas à deux, à beaucoup plus. Avec des pays qui se tapent sur la gueule depuis 100 ans, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas le même droit, la même législation, ni fiscale ni autre d'ailleurs, qui n'ont pas le même modèle économique. D'accord ? Vous avez des modèles différents. L'Allemagne, c'est pas le même modèle que la France, c'est pas le même modèle que l'Espagne, c'est pas le même modèle que le Portugal, c'est pas le même modèle que la Chine. D'accord ? Bon, vous avez, allez, pour faire simple et pour faire un peu provocateur, vous avez la Chine qui fabrique de la merde pour pas cher et qui le vend pas cher. Donc jusque-là, c'est à peu près cohérent. D'accord ? Et puis vous avez l'Allemagne qui fabrique des trucs qui sont pas de la merde, qui sont des trucs très très bien, pour très cher, et qui se foutent complètement du prix. C'est logique. Donc quand on vous dit à chaque fois, mais pour l'Allemagne, sortir de l'euro, ça serait terrible parce que leur monnaie s'apprécierait, ils s'en foutent complètement. C'est pas le modèle économique. Le modèle économique, c'est de vendre très cher des trucs qui sont très bien. Que ça vaille 10 ou 15% de plus, on s'en fout complètement. Ils ont toujours vécu avec une monnaie qui était la monnaie la plus forte du monde, ça ne les a pas empêchés d'exporter, que je sache. Bon. Donc tout ça, c'est une question de modèle économique. Et là, vous voulez agréger tout d'un coup des gens qui ont des modèles complètement différents, des pays qui n'ont même pas de modèle, comme l'Irlande. Fabuleux le cas de l'Irlande. Moi j'adore le cas de l'Irlande. Vous avez un rocher, quelques moutons, 2 distilleries de whisky, et on vous dit, les gars, vous rentrez dans l'euro. Ah bah ouais, pas de problème. On n'a pas de modèle économique. C'est vrai, on va vous en trouver un. Désormais, les entreprises qui s'installeront chez vous, c'est entre 6 et 8% d'impôts. Oh, ça c'est un modèle économique. Extraordinaire. Non ? Voilà. Donc on fait un modèle économique. Le modèle économique, c'est d'avoir un paradis fiscal pour les entreprises en plein milieu de l'Europe. Vous en entendez parler ? Non, vous entendez parler des Suisses, des comptes au Luxembourg, du compte de M. Cahuzac. Vous entendez jamais parler du siège de telle ou telle grosse entreprise du CAC 40 qui est mis en Irlande parce que comme ça, ils ne payent pas d'impôts. Ça, vous n'en entendez jamais parler. Pourtant, ça fait des milliards. C'est autrement plus important que les 300 000 balles ou les 200 000 balles de M. X qui l'a déposé en Suisse. Mais c'est vachement plus drôle d'aller taper sur M. X qui a déposé son pognon en Suisse. Et donc on reste avec le même modèle en Irlande. Ça n'est pas un modèle. Vous ne ferez jamais marcher l'Irlande au même pas que l'Allemagne. Comme vous ne ferez jamais marcher le Portugal au même pas que l'Allemagne. Donc ça a été monté par une bande de crétins finis, qui en plus en ont fait après une religion. Donc maintenant, si vous osez dire quelque chose sur l'euro, vous êtes un affreux nazi. Bon. Très bien. Et ces gens-là sont tellement bornés qu'ils ne peuvent pas imaginer autre chose que de se dire l'euro va continuer et on fait rentrer la Slovénie et on fait... Enfin, c'est juste hallucinant. Alors que ce truc est mal monté dès le départ. Donc un truc qui est mal monté dès le départ a quand même de grandes chances de se casser la gueule. Voilà. Alors tout va bien quand tout va bien.
Quand vous avez de la croissance, quand les pays sont pas trop endettés, quand les choses finalement vont bien, bah, vous vous apercevez pas que y a des problèmes de montage. Hein, vous connaissez le truc, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont un maillot de bain. Bon, bah voilà, c'est la même chose. C'est la mer est en train de se retirer, et là vous voyez ceux qui n'ont pas de maillot de bain, les Irlandais, les Portugais, les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Français. Faut pas s'oublier quand même. On n'a pas de maillot de bain. Voilà. Et donc, et à ce moment-là, vous avez des gens qui continuent à dire, mais si, ils ont un maillot de bain. Bah, non, si. Bon, ok, si tu veux, pourquoi pas. Mais ça n'empêche qu'ils en ont pas et que donc, à un moment ou à un autre, l'euro explosera en vol parce que ça a été mal monté. Voilà, c'est tout. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, bah, on pourra toujours dire mais non, la crise en Europe non, elle n'est pas résolue, elle est toujours la même chose. Vous avez toujours autant de dettes, vous avez toujours des pays qui sont à la ramasse, vous avez toujours des pays qui se sont gourés de modèles comme l'Espagne, vous avez toujours voilà, et vous avez toujours des pays qui foutent rien comme la France et qui continueront à avoir une dette qui va continuer à augmenter et que voilà, et à un moment les choses sauteront parce que c'est quelque chose qui ne peut pas tenir, parce que ça a été mal créé, mal monté. Il y a une faute originelle. Voilà. D'abord, quand vous faites un truc aussi complexe que ça, vous le faites à deux. Puis au bout d'un moment, quand vraiment vous avez vu que ça fonctionnait bien, qu'on avait bien pris toutes les mesures, qu'on avait bien pris, à ce moment-là, vous en accueillez un troisième. Et puis au bout de quelques années, peut-être un quatrième. Mais vous faites pas, j'en prends 15 d'un coup et puis je rigole. Non, ça marche pas. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'on pourrait pas imaginer une double monnaie, c'est-à-dire ce qu'on avait un peu avant, c'est-à-dire l'écu d'un côté qui servait aux transactions internationales, etc., entre entreprises et tout, et puis de l'autre côté, chacun garde ses monnaies nationales. Pour l'instant, je sais pas ce qui est le mieux, j'ai pas le temps de me pencher là-dessus, je sais pas ce qui est le mieux, mais je pense que aujourd'hui, ce qu'on a monté est amené à disparaître pour la bonne et simple raison que ça a été mal fait. Quand vous montez un immeuble et que vous n'avez pas de fondation, vous savez qu'au premier tremblement de terre, il va se casser la gueule. Et ben là, il va se casser la gueule. Alors maintenant, on peut toujours continuer à traiter de nazis tous les gens qui pensent autrement. On peut toujours continuer à dire que non, il se passe rien, la vie est belle. Non, ça se passe mal. On a des pays qui sont en train de crever de ça, la Grèce, l'Espagne, etc. Il faut qu'on trouve un autre truc. Mais malheureusement, comme on n'a pas des gens qui sont très intelligents à la tête de nos États, au lieu d'essayer de faire ça à froid et d'essayer aujourd'hui de se réunir en essayant d'imaginer quelque chose d'autre, hein, mais ça je dis ça au niveau mondial, d'essayer d'imaginer un autre système monétaire, d'essayer d'imaginer quelque chose pour... Eh ben, on le fera très probablement à chaud, en pleine crise. On aura nos 20 crétins qui se réuniront... pour une fois, pas pour manger des petits fours, en pleine crise, pour essayer de trouver un autre système monétaire. Et comme ça sera en pleine crise, ça sera très probablement une bêtise qui sortira de tout ça. Voilà, c'est tout. Faut être lucide et faut être pragmatique. Il y a un truc qui marche pas. Essayons au moins d'en discuter. Essayons. Là, aujourd'hui, dès que vous prononcez le mot euro, c'est une religion. On vous excommunie tout de suite. Bon. Alors qu'on pourrait en parler. Alors on vous dit tout de suite, mais vous vous rendez pas compte de ce que ça coûterait. Mais qu'est-ce que ça nous coûte d'y rester? Personne n'en parle jamais. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils en savent de ce que ça coûterait pour sortir? On l'a jamais fait. Donc, qu'est-ce qu'ils en savent? Enfin, au lieu de dire niet, essayons de se réunir autour d'une table avec des gens qui réfléchissent un tout petit peu et essayons de se dire comment on s'en sort d'une connerie qui a été mal montée. C'est mal monté. Et on veut persister. Ben, on va se casser la gueule, c'est pas grave. Ça ne fera qu'une fois de plus. Hein.
On va parler ce soir finance, marché financier, politique monétaire, monnaie, inflation et tout un tas de choses de ce type de joyeuseté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quelle est votre lecture du reroutage de l'économie après la crise du Covid-19? Est-ce que les pouvoirs publics ont une bonne lecture et un bon plan, on va dire le plan à 30 ans? Est-ce que c'est de la politique symptomatique? Est-ce que c'est de la politique qui consiste à faire de la subornation de vote avec de l'argent public? Quelle est votre lecture? Alors, ma lecture, c'est que le Covid, en fait, n'est pas la cause de nos problèmes. Le Covid, c'est un accélérateur, c'est un détonateur, c'est un catalyseur d'une situation qui est là depuis, en fait, une bonne dizaine d'années. On ne s'est jamais sorti, en fait, de 2008. On n'est jamais sorti de cette crise, qui n'a pas été une crise, d'ailleurs, comme on le dit, la crise du siècle, loin de là. C'était une crise, je dirais, habituelle, un petit peu plus forte du fait des subprimes et de ce qui s'est passé, et surtout de la mauvaise gestion de cette crise. Et des gens qui s'entourent d'incapables, je doute de leur capacité. Pour reprendre vos mots, vous pensez qu'on est en train de couler à l'heure actuelle? Mais on est en train de couler, alors, mais on n'est pas en train de couler à cause du Covid. On est en train de couler à cause de la gestion qu'on a fait du Covid. Et surtout, on est en train de couler par rapport à toutes les bêtises qu'on a fait depuis 2008. Sur la gestion de l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que moi, je vous donne ma baguette magique tout de suite et je vous mets président de la France. Ou ministre ça va faire mal. Ou ministre de l'économie. Alors pourquoi ça va faire mal? Déjà, je dégage tous les incompétents et il y en a un paquet. Il y en a un vrai paquet. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand vous voyez les gens qui entourent le premier d'entre eux d'incompétents, c'est quand même hallucinant. Quand même hallucinant. Vous avez un Castaner, un Bruno Le Maire, Sibeth Ndiaye, Madame Belloubet. Hein? Donc déjà, vous dégagez ces gens-là. Ensuite, moi, je me pose une vraie question sur des... Pour mettre qui à la place? Des gens compétents, c'est-à-dire des gens pas forcément qui ont fait l'ENA, mais des gens qui ont monté des boîtes, des gens qui savent ce que c'est que la vie réelle, pas juste des crétins qui ne savent pas compter. Donc, et je pense que la France en est plein de gens qui sont compétents, qui ne sont pas des idiots, des demeurés, des gens qui se font des shoots de vodka le soir. Ça va rien. Enfin bon, je veux dire, on est là, on a l'impression quand même qu'on a touché le fond. Des gens, ces gens-là, excusez-moi, mais sur les politiques, il y a quand même quelque chose à dire. On est face à des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale. Aucun de ces gars-là. Quand vous parlez de Bruno Le Maire, quand vous parlez d'Édouard Philippe, vous vous rappelez les vidéos qui circulent, d'ailleurs, c'est fascinant, de ce qu'il disait de Macron avant les élections. De ce qu'il disait de Macron avant les élections. Mais ils étaient en train de dire, mais c'est un minable, etc. Et ensuite, ils deviennent Premier ministre, ils deviennent ministre de l'économie. C'est ahurissant quand même. Le truc aujourd'hui, c'est que on est dans une impasse. On est dans un vrai changement de modèle. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de ce système qui ne tient que sur la dette, avec une obsolescence programmée qui fait que les gens sont obligés d'acheter toujours plus, qui n'ont pas de revenus, donc qui recourent eux-mêmes à la dette. Et c'est un système qui est vicié. Donc on sait qu'on va dans le mur, on va y aller. Là, on va y aller plus vite avec la crise sanitaire. C'est quoi aller dans le mur ? Ça veut dire quoi ? Aller dans le mur, c'est que tout d'un coup, vous allez vous retrouver exactement comme au Liban, avec des banques fermées qui vous diront ah bah, vous pouvez sortir 200 balles par semaine et estimez-vous heureux pour aller manger. C'est ça qui va se passer. C'est une monnaie qui va s'effondrer parce qu'à force d'en créer,
de trillions. On est en train de créer des trillions. 1 trillion, c'est combien de milliards? C'est 1000 milliards. Donc vous êtes en train de créer des trillions. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Alors évidemment, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est qu'un trillion. Mais là, on s'amuse. C'est nos limites. Ça, je l'avais annoncé et réannoncé qu'au moment où ça se passerait mal, les banques centrales, ça serait open bar. Et c'est open bar, c'est-à-dire qu'elles rachètent tout. Et elles rachètent tout avec des billets fraîchement imprimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez tenir le système. Vous pouvez tenir ce système qui est complètement idiot, où on a 0,1% de la population qui se fait un fric pas possible, parce que tout le fric qui est créé par la Banque centrale part directement dans la bourse, d'accord, mais ne passe pas par la case économie réelle, hein, jamais. D'accord, donc va directement dans la bourse, hein, et donc, possesseur d'actifs, il est content. Hein, il se fait du fric. En revanche, les autres, eux, ils payent. Ils payent parce que ça génère une dette, et donc la dette, je vous ai dit, c'est de l'impôt futur. Donc, vous êtes dans un système qui est schizophrénique, totalement déliant. Donc, il va falloir à un moment que... il va pas falloir... Ce système va exploser. Sauf que je doute vraiment que ce système explose de lui-même. C'est-à-dire que tout d'un coup, les investisseurs et les opérateurs de bourse se réveillent un matin intelligents en se disant « Oh mais non, mais c'est bien sûr, à force de créer de la monnaie, elle va se casser la gueule. » Donc, c'est pas de là que ça viendra. Et c'est forcément, à mon avis, socialement que ça viendra. C'est-à-dire que on va, je vous l'ai dit là il y a quelques minutes, on va pour moi, si on continue comme ça, on va pour moi vers une guerre civile. Et si on a une guerre civile, à ce moment-là, les bourses se casseront la gueule et les banques iront au tapis, etc. Et donc ça va réellement être un effondrement. Je ne parle pas d'une petite crisette, hein. Je parle d'un effondrement, un vrai effondrement. Ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui s'est passé, etc. Un vrai effondrement avec une monnaie qui ne vaut plus rien, avec des banques qui ferment, avec des sociétés qui se cassent la figure, avec un taux de chômage ahurissant. Il est déjà ahurissant, mais il sera encore plus ahurissant, etc. Criminalité... Augmentation de la criminalité, création de milices, création de mafias, ok. Le changement de modèle, si vous aviez les capacités de créer un nouveau modèle, quelles sont vos pistes? Il faut revenir à des choses plus pragmatiques, c'est-à-dire, moi je suis convaincu, et je l'ai dit de multiples fois, qu'il faut revoir cette espèce au niveau industriel. D'abord, première chose, je pense qu'il faut récupérer notre souveraineté, sortir de l'euro. Bon, ça, c'est des choses qu'on dit depuis longtemps. On sait que ça ne marche pas, donc il faut changer de modèle. Quand quelque chose ne marche pas, au lieu d'en mettre plus, il faut vraiment le réinventer et donc sortir de l'euro et récupérer notre souveraineté. Je pense qu'il faut essayer de viser une autonomie, même si on sait qu'évidemment tous les pays ne seront pas autonomes, mais il y a des choses qui sont aberrantes. Vous savez que sur des blancs de poulet ou sur des filets sur des filets de cabillaud qui sont pêchés en mer du Nord. Vous savez ce qui se passe? On les envoie en avion en Chine. En Chine, on met des seringues dans ces filets pour mettre de l'eau dedans, pour les faire gonfler, de l'eau et des saloperies, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas que de la flotte. Pour les faire gonfler, pour que ça pèse plus lourd, et on les renvoie en France.
Non mais, il n'y a pas un truc qui ne va pas là? Il n'y a pas un truc qui vous choque? Le filet de cabillaud, il vous fait 15 000 bornes. On fait quoi pour les retraites? Donc, alors attendez, déjà vous m'avez dit sur le modèle, il y a des choses qui sont comme ça, idiotes. On devrait aujourd'hui réindustrialiser la France, remettre le plus de choses possible. Alors j'ai bien dit le plus de choses possible, on ne remettra pas tout, mais il faut remettre de l'activité en France. Il faut pour ça protéger nos frontières. Il faut pas se tromper, c'est-à-dire il faut avoir des dirigeants qui ont, comme l'avait fait le général de Gaulle, une vision des choses et pas la vision de leur prochaine élection à 5 ans. C'est que dalle. Il faut prévoir les choses et donc au niveau énergétique, etc., se poser des vraies questions. Là, on va construire des ventilateurs énormes partout en France, hein, alors qu'on sait très bien qu'il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas de vent. Alors moi, je viens de la région la moins venteuse de France, c'est le Jura. D'accord? Et ben aujourd'hui, vous avez les constructeurs d'éoliennes qui vous disent « Ah, ben c'est pas grave, on fera des éoliennes de 400 mètres. » Non mais, il y a un moment où il faut arrêter d'être con. D'accord? 120 milliards, on va coller là-dedans. C'est monsieur Macron qui nous a annoncé ça, 120 milliards. Est-ce que vous ne pensez pas que les 120 milliards, on pourrait les dépenser un peu plus intelligemment que ça? Moteur à hydrogène? Je ne sais pas, moteur à hydrogène, ou vous savez qu'il y a des boîtes qui travaillent justement sur la façon d'enlever la radioactivité des déchets nucléaires. Bon, une boîte qui, par exemple, je ne vais pas lui faire de la pub, mais une boîte qui s'appelle Europlasma, qui a trouvé quelque chose. Alors maintenant, ils ne sont pas au stade industriel, mais est-ce que ça ne serait pas intelligent d'aller chercher dans cette direction-là, plutôt que d'aller mettre des ventilateurs qui sont moches et qui ne servent à rien, et qui nous font une électricité chère? Est-ce que ça ne serait pas possible, ça, plutôt que d'aller dépenser 120 milliards là-dedans? Alors, question, comment sortir de l'euro et changer de monnaie? Ben aussi simplement, je dirais que vous y êtes rentré. Le problème, c'est que justement, on ne peut pas, en France, aborder le sujet. D'accord? Dès que vous commencez à aborder le sujet d'une sortie de l'euro, vous avez toute une bande d'énergumènes, d'européistes qui arrivent en disant c'est une religion, pas touchée, vous allez être excommunié, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un nazi, vous êtes, etc. Toutes les conneries qu'on peut entendre. Et on ne peut pas en parler. Alors que dans d'autres pays, on peut en parler. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient aujourd'hui discuter de ça posément et chercher une porte de sortie. Parce que c'est un peu facile de dire, vous savez, c'est comme le communisme. Hein. Si le communisme n'a pas marché, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Et ben là, on nous dit, si l'euro ne marche pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ben non, si l'euro ne marche pas, c'est que c'est un truc qui ne peut pas fonctionner, qui est mal monté, qui est mal pensé, qui ne peut pas fonctionner. Et si ça ne peut pas fonctionner, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir autour d'une table et réfléchir à comment défaire ce truc? Et on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que c'est dogmatique, c'est une quasi-religion, l'euro. Donc, on ne pourra pas le déconstruire intelligemment et en essayant de contrôler la sortie. Donc, ça nous pètera à la figure à un moment ou à un autre. On a quand même vu que les Italiens ont commencé à douter beaucoup pendant la crise du Covid de l'Union européenne et de l'euro, et je pense que les Italiens finiront par sortir. Quand j'ai commencé à dire ça il y a 2 ans, au moment des élections italiennes, tout le monde m'a ri au nez. Maintenant, j'ai l'impression que les gens se marrent beaucoup moins. Voilà, donc je pense que réellement, cette crise a prouvé
encore une fois, que les pays, au moment où ça va mal, bah, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Vous faites référence aux Italiens qui étaient Je fais référence aux Italiens, aux Grecs, aux Espagnols, à tout le monde. Je veux dire, on a vu les Allemands, etc. On a vu notre président qui nous expliquait que le virus n'avait pas de frontières et qu'il fallait surtout pas fermer les frontières. Et puis le lendemain, vous aviez Madame Merkel qui fermait les frontières de l'Allemagne. Enfin, je veux dire, on voit bien que quand il y a un problème, c'est chacun pour soi. Ce qui est logique, d'ailleurs. Chacun pour soi, les pays, ils sont pas là à demander la permission de faire quelque chose ou de pas faire quelque chose à M. Macron. Donc l'Europe n'a pas de raison d'être, et c'est une aberration. On pourrait très bien avoir. Pardon ? On n'a pas de guerre depuis longtemps. C'est pas parce qu'il y a un euro, enfin. Il n'y a pas de guerre depuis longtemps, il n'y a pas de guerre non plus avec d'autres pays qui sont pas dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'euro. Quel est le rapport ? C'est l'absolue bêtise de l'européisme qui vous sort, qui vous agite son petit drapeau européen en disant c'est grâce à ça qu'on n'a pas la guerre. Enfin, c'est une plaisanterie ou quoi ? On n'a pas la guerre parce qu'on a la dissuasion nucléaire, on n'a pas la guerre parce que je pense qu'on a pris notre lot d'horreur pendant la dernière et qu'on n'a pas envie de se faire la guerre. Et puis je vous rappelle quand même que la guerre en Serbie, c'était quand même sur le continent européen et ça n'a pas empêché. Donc, je veux dire, tout ça, c'est des bêtises. Vous pouvez très bien imaginer que vous ayez des conventions entre pays qui vous permettent de faire des affaires sans être obligés d'avoir la même monnaie. Les Suisses, l'économie suisse, elle se porte pas mal, non ? Je sais pas. Il y a des files de personnes qui essayent d'avoir à manger pendant la crise. Ouais. À Genève, on a vu que l'économie suisse n'était pas si propre que ça, qu'il y avait énormément de gens qui se sont retrouvés au secours alimentaire. Donc, aux États-Unis aussi. Bon, ils ne sont Suisse, pas dans l'euro. La Suisse, ça va pas si bien que ça, non ? Il y a un moment où il faut arrêter les... En dehors de la finance, qu'est-ce qui se passe en Suisse ? En dehors de la finance, alors je vous explique un petit truc que les gens ne connaissent pas, mais la finance, ça représente 12% du PIB en Suisse. Donc ils ont autre chose. Non ? Je sais pas. Ça veut dire qu'il y a quand même 88% du PIB, c'est pas la finance. Hein ? Donc ils se portent pas si mal. Vous savez ? Beaucoup de critiques, une proposition concrète, à part avoir des couilles et virer les incompétents, s'il vous plaît. Mais déjà, ce sera pas mal. Ensuite, mais non, mais après, économiquement, il y a plein de choses à faire, si vous voulez. Moi, je suis pas certain que je vous ai dit, sortir de l'euro, c'est déjà une proposition. Le fait de ne pas soutenir bêtement des sociétés qui, de toute façon, n'ont jamais gagné d'argent et le faire autrement, c'est-à-dire former les gens, les reclasser, les mettre ailleurs et gérer intelligemment les choses, c'en est une autre de proposition. Une autre proposition, mais ça, c'est une proposition que je fais depuis très très longtemps, depuis 2008, c'était de séparer, de refaire un Glass-Steagall Act, de séparer réellement les activités purement bancaires et les activités de marché, et de laisser tomber évidemment les banques de marché quand elles se cassaient la figure, elles se cassaient la figure, mais au moins ça ne touchait pas vos dépôts, ce qui sera fait là aujourd'hui. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une assurance vie ou quand vous êtes dans une banque, vous êtes en risque. Vous êtes en risque. On vous piquera votre argent. C'est une certitude. D'accord ? Je n'ai pas la date, mais on vous piquera votre argent. On fera ce qu'on appelle un bail-in, c'est-à-dire ce qui a été fait par exemple à Chypre, on vous piquera votre argent. Ou ce qui a été fait au Liban, les banques fermeront et à ce moment-là, on vous piquera votre argent. Donc ça, c'est des propositions qui sont concrètes. Arrêtez de faire uniquement de la dette. Si vous voulez faire des choses écologiques,
les réfléchir, ne pas faire je vous ai dit des ventilateurs, mais faire autre chose, ne pas se précipiter dans le tout électrique pour les voitures, parce que personne aujourd'hui ne sait comment recycler les batteries. Les batteries, c'est des métaux rares et c'est des terres rares. Et aujourd'hui, on sait que c'est absolument dégueulasse et que c'est en plus une ressource qui est finie, exactement comme le pétrole. Donc, et là, si vous avez suivi le pétrole qui vaut entre 25 et 30 $ le baril, je vous rappelle, parce que personne, évidemment, tout le monde parle de baril, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Un baril, c'est 159 litres de pétrole. D'accord? 159 litres, ça vaut 30 balles. Faites la division. Ça vaut que dalle. C'est une énergie qui vaut que dalle. Avec une petite bouteille de Gibolin, d'accord, mais remplie d'essence, vous savez que vous faites avancer une voiture sur plusieurs centaines de mètres, voire de kilomètres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie très peu chère. Est-ce que vous pensez que la chute du prix du pétrole, là, qui est récemment, est-ce que vous pensez que cette chute des prix du pétrole va forcer les grandes boîtes à aller chercher une énergie alternative alors qu'ils ont un truc qui vaut rien? Donc, bien sûr que non. Donc il y a plein de choses à faire aujourd'hui qui sont vraiment des choses écologiques. Arrêtez avec ces aberrations d'obsolescence programmée, arrêtez le plastique, faire des bouteilles consignées comme on faisait avant quand on était gamin. Moi aujourd'hui je vis près d'une exploitation viticole. Il y a des années, on récupérait les bouteilles de vin que les gens rapportaient, etc. On récupérait les bouteilles, on les nettoyait et on remettait du vin dedans. D'accord? Ce n'était pas une consigne, mais on remettait du vin dedans. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de racheter des bouteilles à chaque fois. Donc les bouteilles, elles partent à la casse. Est-ce que vous savez, il y a un truc quand même qui est effarant, on vous oblige à faire le tri de vos déchets. D'accord? Vous avez tous, et on a tous, une poubelle bleue, une poubelle grise, etc. Et donc, on fait le tri de nos déchets. Est-ce que vous savez ce qui est recyclé réellement sur le tri que vous faites? Il y a à peine 7% qui est recyclé. Il y a à peine 7% qui est recyclé. Tout le reste, ça part en Inde, ça part en Chine, ça part en Afrique, et c'est des poubelles à ciel ouvert immenses, etc., dans lesquelles il y a tous vos déchets que vous avez gentiment triés. Est-ce que c'est pas aberrant? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Donc voilà, ça c'est des choses tout à fait concrètes. Alors ça commence par une bonne critique, parce que si vous ne savez pas exactement où on en est, c'est difficile d'avoir des solutions. Mais là, aujourd'hui, il y a des solutions concrètes. Et je vous dis, la première solution, c'est de virer tous les incompétents. On est dans quelque chose qui ne va pas se réparer lui-même. Quand vous discutez avec les gens, ils n'ont plus de sous. Alors, on vous a dit, ah ben oui, mais les Français ont considérablement épargné, parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser pendant mais ils n'ont pas épargné pour aller claquer maintenant chez Zara et dans les boutiques de vêtements. Ils ont épargné simplement parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver au chômage et qu'il va falloir manger, quoi. Donc, ne vous trompez pas là-dessus. Et c'est pas parce que Monsieur Bruno Le Maire nous annonce, alors ça aussi, aberration totale, Monsieur Le Maire nous annonce que grâce à la croissance que lui va générer, avec ses petits bras, parce qu'il faut savoir que Monsieur Le Maire, c'est un champion de la croissance, qu'avec la croissance qu'il va générer, comme si l'État pouvait générer quoi que ce soit, et surtout l'État français en ce moment, à part des bêtises, mais là, il va nous apporter suffisamment de croissance pour rembourser la dette qu'on vient de faire. Mais c'est grotesque, on va se retrouver tous avec des dettes qui sont
totalement irremboursable. Donc, on est tous grecs aujourd'hui. On est tous, en termes de données économiques, on est tous grecs. Mais est-ce que ces dettes, puisqu'elles sont monétisées, puisque c'est les banques centrales qui les achètent, tant que les banques centrales les gardent dans leur bilan, est-ce que finalement leur incidence n'est pas neutre? Alors, tant qu'elles les gardent dans le bilan, vous ne risquez pas, a priori, d'avoir d'hyperinflation. Mais vous ne risquez pas non plus d'avoir de la croissance, parce que finalement, tout cet argent sert à quoi? À acheter des actions et des obliges en bourse. Donc, c'est pas ça qui va vous donner de la croissance. Hein. Jamais ils ont réussi à se mettre dans la tête que l'inflation, c'était une combinaison, ok, de masse monétaire plus importante, mais surtout de circulation. Or, ça circule pas. Quand vous avez une banque centrale qui donne des sous pour acheter des obligations, pour acheter des actions et les mettre dans le bilan de la banque centrale, ça ne peut pas générer ni croissance ni inflation. C'est ridicule de vouloir penser autrement. Enfin, ça ne veut rien dire. Et j'avais donné plusieurs fois l'exemple. Je vous donne 1 million d'euros, Vincent. Alors vous allez être ravi. Je vous donne 1 million d'euros. Vous allez le mettre dans votre coffre. Et je vous redonne la semaine suivante 1 million d'euros et vous allez le mettre dans votre coffre. Comment ça peut générer quoi que ce soit? Ça ne génère rien. Bon, ben voilà, donc on est dans ce cas de figure, à part des hausses formidables sur des titres boursiers, alors que ça n'est justifié par rien.